Bonjour, je m'appelle Louise Carton, je suis médecin au Centre d'addictovigilance des Hauts-de-France et je vais vous parler aujourd'hui des actualités en addictovigilance. Au programme de cette intervention, tout d'abord un rappel sur les missions de l'addictovigilance, puis une synthèse de la mise en place de l'expérimentation du cannabis thérapeutique, quelques mots sur l'évolution de la législation autour du protoxyde d'azote, et enfin je vous parlerai des modifications des conditions de prescription du méthylphénidate. Commençons donc par un rappel sur les missions de l'addictovigilance. Elles sont multiples. Tout d'abord, notre rôle est de renseigner les professionnels de santé et les particuliers sur le potentiel d'abus et de dépendance des substances psychoactives, médicamenteuses ou non, hors tabac et alcool. Nous avons également comme mission d'identifier, recueillir et évaluer les cas de pharmacodépendance, d'abus ou de détournement de substances psychotropes. Ceci est possible par l'intermédiaire d'enquêtes pharmaco-épidémiologiques auxquelles vous avez peut-être déjà participé, comme par exemple Oppidum pour l'évaluation de l'usage des produits psychotropes illicites ou détournés de leur usage médicamenteux, ou encore OSIAP pour les ordonnances falsifiées. Ces missions sont également rendues possibles par vos notifications. En effet, vos notifications permettent de surveiller l'évolution de la consommation de psychotropes, comme ça a été le cas pendant la période de confinement, mais également de mettre en évidence l'apparition de nouveaux produits, de nouveaux modes de consommation, de nouvelles voies d'administration et d'associations potentiellement dangereuses. Les éléments recueillis peuvent ensuite conduire à des mesures afin de limiter les risques d'abus et de mésusage, comme par exemple des modifications juridiques, comme ça a été le cas pour les catinones et la 4-fluoroamphétamine qui ont été classées sur une liste de stupéfiants. Des modalités de prescription peuvent également être modifiées, comme par exemple le passage sur une ordonnance sécurisée, une durée de prescription limitée, des conditions de délivrance renforcées ou assouplies. Il peut également y avoir des modifications galéniques, comme par exemple les gouttes de ribotril qui ont été colorées en bleu pour limiter les soumissions chimiques, ou encore la décision d'une instauration d'une surveillance particulière, comme par exemple pour la méthadone, la buprenorphine ou le tramadol. Alors, je vais maintenant vous parler de la mise en œuvre de l'expérimentation du cannabis à usage médical. La NSM s'est saisie de la question du cannabis à usage médical en septembre 2018 et en décembre 2018 a émis un avis favorable sous réserve qu'une expérimentation soit conduite. Un comité de suivi spécialisé temporaire ou CSST avait alors pour objectif de définir les modalités d'expérimentation et un cadre permettant de sécuriser sa mise en place. En octobre 2019, l'Assemblée nationale a donné son feu vert pour le projet d'expérimentation qui a débuté donc en 2021. L'objectif de cette expérimentation est de recueillir, pour une durée de 2 ans, des données d'évaluation sur la faisabilité et la sécurisation du circuit de prescription et de dispensation du cannabis médical. Mais tout d'abord, quelques définitions. Quand on entend parler de cannabis thérapeutique, récréatif, cannabinoïdes de synthèse, endocannabinoïdes, de quoi parle-t-on ? Eh bien, si on revient un petit peu en arrière, la recherche autour des cannabinoïdes a débuté dans les années 60 avec la découverte du tétrahydrocannabinol, ou THC, principal produit actif de la plante Cannabis sativa. La recherche autour des effets du THC a conduit à l'identification des récepteurs CB1, CB2, puis de leur ligand endogène, le tout appelé système endocannabinoïde. La mise en évidence de propriétés thérapeutiques du THC a conduit à sa synthèse en laboratoire avec notamment le dronabinol. Donc, en très schématique, vous avez ce qui est produit par les plantes, ce qui est produit par le corps humain et ce qui est produit par les laboratoires. Tout en sachant que ces différents produits vont avoir un rôle dans l'immunité, la nociception, la cognition, l'appétit, le sommeil, l'inflammation, la motricité et nausées, entre autres. Ici, par cannabis à usage médical, la NSM entend la plante de cannabis à l'exclusion des spécialités disposant déjà d'une autorisation d'accès à usage compassionnel ou AAC, anciennement autorisation temporaire d'utilisation, comme par exemple le marinol qui dispose d'une AAC dans les douleurs neuropathiques ou l'épidiolex qui dispose d'une AAC dans les épilepsies résistantes. Les 2 molécules étudiées dans le cadre de l'expérimentation sont le THC et le CBD, phytocannabinoïdes avec des effets différents.
Vous avez tout d'abord le THC qui agit sur les récepteurs CB1 et CB2 et qui est responsable des principaux effets psychotropes du cannabis. Et ensuite, le CBD qui a un mécanisme d'action pléiotrope avec peu d'effets sur les récepteurs CB1 et CB2. Ces deux phytocannabinoïdes sont métabolisés par le cytochrome P450, ce qui peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses. De plus, dans la plante Cannabis sativa, il existe de très nombreux autres phytocannabinoïdes et aussi d'autres molécules, ce qui est à l'origine d'une modulation possible des effets du THC et du CBD. Les indications de l'expérimentation sont les douleurs réfractaires aux thérapies, les épilepsies sévères et pharmacorésistantes, les soins de support en oncologie, la spasticité douloureuse liée à la sclérose en plaques ou à d'autres pathologies neurologiques, les situations palliatives, et tout ceci en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance des médicaments déjà accessibles. Les produits utilisés sont des fleurs séchées ou des extraits standardisés. Il existe des formes à libération immédiate avec la voie inhalée par vaporisation et des formes à libération prolongée avec la voie orale par solution buvable, sachant que la voie d'administration fumée est, elle, exclue. Il existe également différents ratios THC-CBD. Le rôle des vigilances dans ce contexte d'expérimentation du cannabis à usage médical est la surveillance des effets indésirables et interactions médicamenteuses, ainsi que la surveillance des cas d'abus et de pharmacodépendance, tout ceci par l'intermédiaire du registre national numérique du suivi des patients ou RECAN. Au niveau national, en septembre 2021, 687 patients ont été inclus depuis le début. Pour le moment, dans les Hauts-de-France, il y a 9 structures qui sont inscrites dans l'expérimentation et nous n'avons pas connaissance de cas qui soient remontés spécifiquement en addictovigilance. Pour conclure, cette expérimentation est l'occasion d'en savoir davantage sur l'efficacité et la sécurité chez des patients d'âge variés, atteints de pathologies différentes et prenant des traitements associés. Bien que certains effets indésirables et interactions médicamenteuses soient déjà identifiés, tous ne sont pas encore connus, d'où l'intérêt de ce suivi. Passons maintenant au protoxyde d'azote. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce gaz stocké dans des cartouches ou des bonbonnes qui fait l'objet de mésusages depuis des décennies. Les effets non médicaux recherchés au cours de tels mésusages sont une euphorie, des rires incontrôlables, une désinhibition, une dissociation, une sensation de flottement ou encore une anxiolyse. Les effets sont quasi instantanés avec une disparition en 2-3 minutes, ce qui peut sous-tendre la prise de dizaines de cartouches au cours d'une même occasion. Ce phénomène suit une évolution inquiétante depuis 2019 avec une augmentation des cas graves, notamment sur le plan neurologique. En effet, la consommation de protoxyde d'azote expose à des risques immédiats tels qu'une brûlure par le froid, une hypoxie, des troubles de respiration, des troubles cardiaques, des nausées, des vomissements, des céphalées, des vertiges, une perte de connaissance, un risque de troubles psychiatriques, mais également un risque de conduite à risque pouvant aller jusqu'à des accidents de la voie publique. À noter que la consommation de protoxyde d'azote a également un impact en termes de pollution atmosphérique et urbaine. Les risques en cas d'utilisation régulière et ou à forte dose sont une anémie, une neurotoxicité pouvant aller jusqu'à des troubles neurologiques graves tels que des syndromes médulaires, des neuropathies périphériques. La consommation de protoxyde d'azote expose également un risque de mésusage et de pharmacodépendance où les effets recherchés, comme on l'a vu tout à l'heure, sont une sensation de bien-être, d'anxiolyse, d'euphorie, un risque psychique avec une anxiété, des symptômes psychotiques, une agitation, des comportements auto- et hétéro-agressifs et également un risque thromboembolique. Afin de protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote, le Sénat a voté une loi en décembre 2019 interdisant la vente de ce produit à cette population vulnérable. La loi a ensuite été votée par l'Assemblée nationale et la loi finale a été publiée dans le journal officiel en juin dernier. En résumé, la vente est interdite aux mineurs. Inciter un mineur à en consommer est puni de 15 000 € d'amende et la vente est passible d'une amende de 3 750 €.
Pour terminer, je vais vous parler des changements qui ont eu lieu en 2021 dans la réglementation de la prescription du méthylphénidate. Le méthylphénidate est un médicament indiqué dans le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit d'un médicament psychostimulant qui agit par inhibition de recapture de la dopamine et de la noradrénaline sans l'effet de libération massive de neurotransmetteurs que peuvent avoir les amphétamines. Alors, pour la petite histoire, vous avez sur cette diapositive la photo de Leandro Panisone, le chimiste italien qui a synthétisé le méthylphénidate, et sa femme Marguerite. Le nom commercial Ritaline viendrait ainsi du prénom de son épouse, qu'il surnommait Rita, et qui aurait pris elle-même le médicament afin d'améliorer ses compétences au tennis. Le méthylphénidate existe sous différentes formes, des formes à libération immédiate et des formes à libération prolongée. En libération immédiate, vous avez la Ritaline LI et en libération prolongée, vous avez le Quasim, le Concerta, la Ritaline LP et le Medikinet. Ces formes diffèrent notamment par la proportion de libération immédiate et de libération prolongée contenue dans chaque médicament. Avant 2021, le méthylphénidate était indiqué dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant de 6 ans ou plus lorsque les mesures éducatives et sociales étaient insuffisantes. Il faisait l'objet d'une primo-prescription et d'un renouvellement annuel hospitalier par les services spécialisés en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie, avec une prescription limitée à 28 jours, réalisée sur une ordonnance sécurisée, avec la posologie, la durée du traitement et les quantités prescrites en toutes lettres. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, on a vu que dans l'indication, le méthylphénidate était indiqué dans le TDAH de l'enfant. Il était donc, avant avril 2021, hors AMM en initiation dans le TDAH de l'adulte. Eh bien, depuis avril 2021, il dispose maintenant d'une AMM dans le TDAH de l'adulte, pour lequel un impact fonctionnel modéré à sévère a été mis en évidence sur au moins 2 composantes et lorsque la présence de symptômes du TDAH a bien été établie dans l'enfance. Attention, l'élargissement de cette indication ne concerne que la forme Ritaline LP. Depuis septembre 2021, les conditions de prescription se sont également assouplies puisque la prescription initiale hospitalière n'est plus requise et que tout médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie exerçant à l'hôpital ou en ville peut établir cette prescription initiale annuelle. Ainsi, ces modifications de prescription, donc l'AMM en initiation dans le TDAH de l'adulte et l'élargissement de la primo-prescription qui ne doit plus être hospitalière mais qui peut être fait par un médecin spécialiste en libéral, ces modifications présentent une avancée dans la prise en charge des patients avec un TDAH de l'adulte, mais il convient de rester vigilant quant au risque de mésusage de ce traitement. J'ai fini pour aujourd'hui. Pour toute question ou notification, vous pouvez nous joindre dans le service de pharmacologie médicale situé au pôle recherche de la faculté de médecine ou par téléphone au 03 20 44 68 64 ou par mail à pharmacodépendance@chru-lille.fr. Merci.